Voilà. Eh bien, on est connecté. Donc, bonsoir tout le monde. Ce soir, nous accueillons le docteur Marco Paré, hein, qui est docteur en sociologie et professeur des universités en Italie, qui pratique l'hypnose depuis de très nombreuses années et depuis 1992, la fascination, le mesmérisme, la crise polyvagale. Il a commencé aux États-Unis, mais il est également présent dans de nombreux pays en Europe, en Australie. Et tu es associé à une université en Roumanie, une autre en Italie, et tu as une fondation aussi en Bulgarie, c'est ça? Oui, Sur- oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Bon, disons, j'ai pas commencé en réalité aux États-Unis. Aux États-Unis, je connaissais déjà l'hypnose non verbale. Mm. Parce que le début de tout ça a été que j'étais en Italie, je vous raconte justement le début. J'étais en Italie, un ami était avec moi, il me dit, ah, il y a une chose très intéressante, c'est l'hypnose. Moi, j'avais déjà essayé de faire l'hypnose il y a quelques ans et c'était avant les années 2000. C'était, je pense, euh, 97 ou quelque chose comme 96, je ne sais pas, non, 92, j'étais encore, vabbè, dans tous les cas, c'était, non, même avant, 92, ça doit être, même avant. Et il me dit, écoute, il y a une chose très puissante, c'est cette hypnose-là. C'est une hypnose que je n'ai même pas trouvée sur les livres. Il y a une personne qui hypnotise avec ce système-là. Après, disons, cette personne-là, cet ami que j'avais, il était vraiment un type un peu... euh, quand il rencontrait la personne, il la questionnait beaucoup. Et Virgilio, qui c'était le nom de cette personne qui devait lui apprendre l'hypnose, avait commencé à lui apprendre l'hypnose, mais je sais, Massimo probablement lui disait, dis-moi, et dis-moi, et dis-moi, est-ce que tu me caches quelque chose? Je veux, à un certain point, Virgilio a dit, écoute, tu viens ici seulement pour apprendre l'hypnose, tu n'es pas un vrai ami, moi je veux plus rien savoir de toi. Et il avait pratiquement éjecté. Et lui, à ce point-là, il me dit, écoute, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu veux aller à ma place? Parce que moi, il veut plus m'enseigner rien. Alors, bon, j'ai pris l'occasion. Alors, il n'y avait pas d'Internet. Alors, il me dit, mais comment je me présente? Ah non, tu dis que tu as été dans un café, tu as entendu parler que lui faisait de l'hypnose, tu arrives. Comme ça, tu te présentes. Alors, on pouvait faire comme ça. Alors, je suis arrivé comme ça, je me suis présenté et je suis arrivé à me faire accepter. Du reste, mon ami m'avait déjà dit, ah non, il fait de la peinture aussi, tu dois voir ses tableaux, tu lui dis ça sur les tableaux, ça il aime beaucoup. Après, tu lui dis cette autre chose. C'est-à-dire, il m'avait déjà éduqué pour dire toutes les choses qui pouvaient lui plaire pour entrer en bon rapport. Et je veux dire que cet ami aussi m'avait dit que avant d'aller chez Virgilio, qui lui aussi cherchait de comprendre ce qui faisait Virgilio à travers une nouvelle technique qui existait alors, qui c'était la programmation neurolinguistique. Que lui aussi, alors à ce point-là, j'ai pratiquement commencé les leçons avec Virgilio, qui faisait ce qu'il fait ne ressort pas de la programmation neurolinguistique, la PNL, au même instant. C'est-à-dire, dans la même période, nous étions à chercher d'un côté pour comprendre le mystère de Virgilio et de l'autre côté, j'étais à suivre ces leçons de Virgilio qui c'était sur la fascination, le regard. C'était des techniques d'hypnose de fascination. Et alors, je suis chez Virgilio, on cherchait de comprendre son mystère, son secret. En même temps, je travaille sur ces techniques. Après, on voit aussi des Américains qui font ces choses-là. On a vu Bill Boyne, alors on disait, bon, peut-être ils font des choses intéressantes. J'étais en Amérique, j'ai rencontré Bill Boyne, Ormond McGill, des fameux hypnotiseurs qui faisaient des choses
bon, on a pris leur système, mais c'était pas le système de Virgilio. C'était une autre chose. Même la PNL, c'était une autre chose. Même si la PNL en soi-même m'a permis de faire des stages avec des entreprises très importantes comme la Ferrari, Deutsche Bank et plein d'autres, Marzotto, Vodafone. J'ai fait plein d'entreprises de niveau. Et PNL même un peu redéveloppé parce qu'on est rentré vraiment dès le début. Et puisque je voyais que ce qu'on faisait dans la PNL, ça correspondait pas du tout à ce que je connaissais par Virgilio, qui travaillait plutôt avec le regard et avec d'autres choses, non verbalement et autre chose, on avait labellisé PNL 3 pour dire qu'on faisait une chose différente. Et après, ça s'est commencé cette histoire. Je suis en train de dire très rapidement. On avait commencé en Italie. Après, on est venu en France. On a ouvert à Nice. On a ouvert à Nice parce que en réalité, on avait l'exemption de la formation professionnelle qui en Italie n'existait pas. Et alors, il y avait une convenabilité fiscale. Maintenant, ils vont l'enlever, mais alors, il existait ces avantages fiscaux. Et alors, c'est-à-dire qu'alors la France, c'était plus convenable, semble incroyable, mais c'était comme ça. Et on est Et venu en alors, France. et dans ce processus, quand on se rend compte que bah, finalement la PNL ou l'hypnose qui est enseignée ne correspond pas tout à fait, qu'il manque des éléments par rapport à la fascination, donc qu'est-ce qui est, j'allais dire, plus fascinant dans la fascination et comment on y vient, comment ça se présente? Ben, disons que la fascination va créer l'hypnose, on pourrait dire animale. Disons qu'il existe une hypnose animale. L'hypnose animale, c'est l'hypnose qu'on a dès qu'on va hypnotiser, par exemple, une poule, ou on le voit dans les reptiles, et c'est un état d'immobilisation. En réalité, il y a trois caractéristiques typiques de l'hypnose animale, qui sont la catalepsie, qui sont l'analgésie et qui c'est la dissociation. Ces trois caractéristiques sont dans toutes les hypnoses animales. Dans les hypnoses des animaux, vous pouvez prendre une poule, vous voyez qu'elle devient raide, qu'elle devient analgésique parce qu'on peut lui enlever comment ça s'appelle, des plumes. Et les animaux sont aussi un peu, ben, on ne peut pas savoir très bien qu'ils sont dissociés, mais ça, c'est une chose qu'on peut voir dans. Disons que quand même, ils sont en dehors de la réalité, ça c'est sûr. Même s'il y a quelque chose qui se passe en face, quand l'animal est dans cet état cataleptique, quelquefois il ne semble pas le ressentir, comme l'homme aussi. Ces états, en réalité, existent même dans l'hypnose normale, même s'ils sont un peu cachés. Par exemple, Erickson commençait toujours avec une lévitation du bras, toujours. Je faisais beaucoup de fois une lévitation du bras, et ça, en réalité, ressort de la catalepsie, la lévitation. On peut trouver des choses semblables. On voit vraiment, disons que je vais parler un petit peu un petit peu plus de ça en continuant. Disons qu'une technique courante, c'est la lévitation du bras pour faire l'hypnose, dans l'hypnose verbale, et là contient quelque chose de ça. Alors, avec le regard, vous pouvez engendrer très facilement ces états. Disons que les animaux vont être induits dans l'hypnose animale à travers ou le regard ou les passes magnétiques aussi. Les passes magnétiques sont des passes le long du corps, très proches du corps, ça marche. Et bon, disons ça, ce sont les systèmes les plus courants avec lesquels les animaux rentrent dans leur état hypnotique particulier. Cet état, je vais un peu technique pour expliquer ça. C'est un état d'activation du vague dorsal. Ça se relie à la théorie polyvagale que je vais toucher dans quelques instants. Je vais dire alors, la fascination, alors ça active des mécanismes primitifs dans le cerveau. J'ai parlé des passes magnétiques et j'ai parlé du regard, c'est-à-dire j'ai parlé des éléments non verbaux. Quand on parle de hypnose non verbale, moi je parle aussi, disons, je dis je fais mesmérisme, je fais fascination, je fais, et quelquefois je dis en voulant
dire tout ensemble, je fais de l'hypnose non verbale. Signifie qu'on utilise des sons, on utilise le regard, on utilise les passes, on peut utiliser aussi le toucher et on utilise pas la parole. Alors, je veux dire, c'est pas qu'on n'utilise pas du tout la parole parce que quand on rencontre une personne, on lui dit bonjour, on lui parle, ça c'est sûr, c'est pas. Mais disons que après, pour faire la thérapie, pour faire l'induction, il n'y a pas besoin de mots. Il y a, on peut, disons, préparer la personne un petit peu, dans le sens qu'on parle, on sait son problème, on peut faire un petit peu de coaching, c'est-à-dire c'est très important pour faire bien l'hypnose non verbale que la personne soit focalisée. Vous savez que le coaching, c'est focus, créer du focus. Alors moi, je crée du focus dans la personne et après, on peut permettre à l'inconscient de travailler. On peut dire qu'on est dans la vision ericksonienne. Seulement qu'Erickson faisait ça avec des mots. Par contre, quand vous faites ça sans mots, c'est encore plus puissant. Parce que les mots, sous un certain point de vue, tendent à maintenir quelquefois toujours une partie du cerveau en marche d'une certaine façon. Par contre, si nous n'utilisons pas des mots, ça permet d'avoir des autres dynamiques très intéressantes. Alors, quand on rencontre une personne, on peut dire rencontre, focus, focaliser la personne vers la direction de la guérison. Après, on travaille. Après, il y a aussi des techniques non verbales spécifiques qui peuvent être faites pour des choses particulières. Mais ça, c'est un petit peu l'approche en général. On sait, disons qu'on permet à l'organisme de retrouver son équilibre par lui-même. Et l'hypnose non verbale, c'est le système à travers lequel il se passe. Je vais mentionner maintenant, et ça un petit peu, alors j'ai parlé de la fascination, j'ai parlé de l'hypnose non verbale, j'ai parlé des passes magnétiques, je parle un petit peu de la crise polyvagale, qui c'est un petit peu le système, un système très fort pour, on peut dire, pour les clients qui ne veulent pas verbaliser. La crise mesmérique, on pourrait appeler la crise mesmérique polyvagale. Polyvagale parce que c'est une théorie récente. Dis-moi, Oui, Alain, je alors juste une précision. Tout à l'heure, tu nous as expliqué qu'on faisait des passes magnétiques, donc ça suppose, pour utiliser la fascination, de pouvoir disposer déjà d'un certain magnétisme. Est-ce que la fascination, elle est liée à ce magnétisme? Est-ce que c'est une part importante pardon, est-ce que la fascination est liée, oui, à cette interaction avec le magnétisme? Est-ce qu'il y a quelque chose Ah, qui est important dans la fascination? alors, on peut parler de cette façon. Le magnétisme, et commençons à utiliser le mot magnétisme dans un terme très général. On dit magnétisme personnel. Et disons ce qu'il disait le baron du Potet, qui a été un précurseur du magnétisme, un précurseur, et qui disait ce fluide vital, ce magnétisme, on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le peser, parce que c'est force vitale. Alors, disons que le magnétisme, c'est force vitale. Nous le connectons aussi beaucoup à la présence, c'est une force vitale qui se connecte aussi à un certain type, on pourrait dire avec un mot moderne, de mindfulness. À ce point-là, on a des résultats très forts. Je dis force vitale connectée à la mindfulness parce que mindfulness par elle-même, quelquefois, ne donne pas vraiment un grand magnétisme. Et force vitale, sa mindfulness peut-être donne des résultats, mais ne donne pas vraiment les résultats les plus forts. Alors, en mettant ensemble la force vitale et ça, on a ce qu'on peut appeler justement, comme tu as dit, le magnétisme, qui peut être interprété d'une façon énergétique ou de beaucoup de façons. Dis-moi, Alain. Ah, je Oui, veux. oui, c'est juste, en fait, c'est un travail, la partie de l'accompagnant, de l'hypnotiseur, et pas uniquement technique, c'est vraiment un état interne qui se manifeste en regard de la personne.
Oui, c'est ça. C'est un état interne, je veux dire. Alors, si on veut dire, si on veut parler, alors ici, je sais que tu fais hypnose quantique, je vais parler de certaines théories qu'il y a sur le quantique. Alors, il y a Stuart et Namer, on fait des suppositions que dans le cerveau, il y a même dans les microtubules, ils peuvent se former des états quantiques. Et signifie que ces états quantiques, quand ils s'entrelacent entre plusieurs neurones, plusieurs microtubules, plusieurs neurones, peut-être ils ont des effets non locaux. Alors, ça pourrait être une explication. Il y a des effets non locaux. L'effet non locaux, c'est une piste théorique possible. C'est-à-dire, on pourrait expliquer ce magnétisme, ces rayonnements qu'il y a dans une personne qui, disons-le, on peut l'expliquer d'abord avec plus une cohérence majeure, mais à la fin, ça va même au-delà de simplement voir la cohérence physiologique, la personne qui bouge les mains ensemble et autre chose. C'est vraiment quelque chose de très subtil et qui pourrait avoir vraiment une explication quantique. Moi, j'ai essayé de donner cette explication. Et ce magnétisme, on peut le développer à travers des exercices spécifiques. Ces exercices sont de prise de conscience de soi, sont de tension musculaire, d'activation. Moi, je dis normalement que quand on a l'embryon, il y a trois feuillets embryonnaires. Dans le premier feuillet embryonal, il se forme le système digestif et le système musculaire. Dans le deuxième feuillet embryonal, il se forme le système glandulaire. Dans le troisième feuillet embryonal, il se forme le système respiratoire et le système nerveux. Alors, si on travaille avec les muscles, les glandes et la respiration, on peut développer force vitale et on développe magnétisme. Ça, pour expliquer. Très bien. Et alors, donc, tu pratiques également ce qu'on appelle la théorie, enfin, tu nous expliques une théorie polyvagale qui met en jeu ces aspects neurologiques chez l'individu. Oui, alors je parle un instant de la théorie polyvagale parce que j'ai dit crise mesmérique et après j'ai rajouté polyvagale et je veux dire ça c'est une chose c'est pour ça que je collabore actuellement avec cette université de Roumanie parce que j'ai eu un élève qui c'était un psychiatre qui est mais c'est un psychiatre pas le dernier psychiatre c'est un des plus gros psychiatres qui soit en Roumanie lequel il a organisé un congrès dans sa ville, qui c'est même pas la ville, c'est même pas Bucarest, mais il y avait deux députés de l'Assemblée qui étaient venus à le voir pour dire l'importance qu'il lui donnait à la chose. C'est vraiment et il y avait c'était plein de psychiatres et autre chose. Et ils ont été vraiment, la théorie pour les bagages, c'est une chose très moderne. Et justement, ils sont restés, il m'a dit, ah, ils sont restés vraiment ravis de ce que tu as dit, vraiment, époustouflés, c'était tout de psychiatre, tout d'autre chose. Il voudrait même que tu deviennes professeur associé avec nous, vraiment, tous les psychiatres qui étaient là, parce que le polyvagal, c'est une vision moderne qui vient de Porges, un Américain, et qui est très puissant. Alors, pour l'expliquer, moi, je fais toujours l'exemple de la voiture. Nous pouvons penser à nous comme personnes. Alors, la voiture a un accélérateur. Nous pouvons mettre plus d'énergie. Nous courons, ça c'est le système sympathique. Et nous pouvons aussi nous ralentir. Même la voiture se ralentit, elle a deux freins. Elle a un frein qui vous touchez un frein avec le pied et un frein à main. Alors, même dans la personne, Porges dit il y a deux freins. Un frein qui est un frein avec le pied qui sert à ralentir la voiture et à la faire aller avec les autres, pratiquement. C'est-à-dire, vous ne touchez pas, vous pouvez aller dans un groupe de voitures sans problème. Et on a un frein pour bloquer. Le frein pour bloquer, c'est le plus ancien. C'est-à-dire, en réalité, les reptiles n'ont pas le frein pour ralentir. Les reptiles ou attaquent ou ils sont immobiles. Vous voyez des crocodiles qui sont là, proche de la rivière. Vous dites, ils dorment, ils ne se bougent pas. En réalité, non, c'est pas qu'ils dorment. C'est leur façon d'être immobile.
Si vous vous rapprochez, peut-être se bouge tout d'un coup. Et ça, c'est la façon de faire des reptiles. C'est comme si vous aviez une voiture qui ou marche ou s'arrête. Et l'autre chose, le frein à pédale, c'est des mammifères. Ce système, c'est ancien, mais empêche de rester dans les groupes. Les mammifères doivent rester l'un proche de l'autre, doivent couver, doivent faire plein de choses. Alors, c'est créé un système qui ralentit la personne. Comme ça, on va à la même vitesse de l'autre. Ce qu'on a observé avec le rapport que les personnes vont avec la même vitesse, ça c'est naturel. C'est-à-dire que nous ralentissons notre façon de faire, etc. Il y a comme un frein, il y a comme une partie neurologique qui s'occupe de la connexion avec les autres, qui est sous un certain point de vue fait ainsi que nous allons avec la même vitesse des autres. Alors, on peut dire que la théorie polyvagale dit, nous avons plutôt qu'un système, quand vous avez, ça c'est moderne parce que beaucoup de personnes, si ont étudié ces choses sont même étudiées, enseignées dans l'école secondaire. Au moins, on dit, on enseigne le système sympathique et le parasympathique. Jusqu'à récent, on pensait que le système parasympathique, c'était seulement un type de système parasympathique. Maintenant, Porges, depuis le 2000, c'est récent, c'est le 2000, la première recherche, il a vu qu'il existait deux types de vagues, un vague dorsal et un vague frontal. Un vague dorsal qui c'est pour arrêter et un vague frontal qui c'est pour aller, disons, pour se connecter aux autres, pour aller à la même vitesse des autres. Alors, nous comprenons que, par exemple, ça nous fait comprendre, par exemple, beaucoup de choses. Par exemple, quelquefois, on a tiré le frein à main parce que, par exemple, on tire le frein à main, la réponse plus primitive, reptilienne, quand il y a un traumatisme. On tire le frein à main quand une personne ne peut ni fuir ni attaquer, qui reste à moitié. Et alors, à ce point-là, on tire le frein à main. Et on peut faire l'exemple de l'enfant. Ça, c'est aussi un exemple très simple. Il y a un enfant. L'enfant, c'est avec la mère. Il est très content, il est très bien. Mais après, la mère s'éloigne. L'enfant commence à mettre en fonction le système sympathique, c'est-à-dire il commence à se bouger, à chercher, à crier, à faire. Mais s'il passe un peu de temps et il ne trouve plus la mère, etc., elle va se bloquer. Elle reste bloquée. Alors, nous voyons que ce sont des systèmes neurologiques différents. Alors, nous avons une personne bloquée. Alors, maintenant, j'ai parlé de l'enfant qui va à travers trois passages. Il est avec la mère, après il se bouge, fait beaucoup de choses, après il reste bloqué. Mais voyons là, ça, je vous fais un exemple différent. Les personnes qui travaillent beaucoup. Une personne pense que pour être bien, doit faire beaucoup. Elle fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et après, à un certain point, beaucoup de fois, on voit ces personnes qui, quand ils sont bloqués réellement, tombent dans la dépression. Blocage. La dépression, c'est un blocage. Elles restent bloquées. C'est exactement le même parcours. Il y a activation de différentes réponses neurologiques. Alors, ils voudraient être en connexion, ils ne sont pas en connexion, alors ils cherchent à faire. Ils cherchent à faire beaucoup, 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 mais à un certain point, le faire ne sert à rien. À ce point-là, ils vont dans le blocus. Et ça explique très bien la dépression. Ce concept polyvagal explique aussi très bien certaines réactions autistiques des personnes. Les personnes autistiques ont des difficultés à accéder à la connexion. Alors, j'explique un petit peu que j'ai parlé de trois systèmes. Le système plus primitif, c'est-à-dire le sympathique normal d'activité et le frein à main, c'est-à-dire le vago-dorsal, sont déjà en fonction dès le début. Le vago frontal, ça se crée à travers la relation avec la mère. C'est-à-dire, on apprend avec la mère à se connecter aux autres. Si nous ne développons pas cette partie neurologique, il y a des problèmes. On voit dans les orphelins,
qui sont beaucoup de fois, dans les premières années, n'ont pas de possibilité, qui développent beaucoup de fois des symptômes semblables aux symptômes de type autistique. C'est-à-dire, on voit beaucoup de fois, je suis en train un petit peu de vous expliquer un petit peu ce que c'est la... Et on peut, alors, ça ne veut pas dire que on peut avoir même des mères très, très présentes, mais quand même, on peut toujours expliquer ça avec une hyperactivation du dorsal. C'est pas dit que je ne veux pas dire maintenant qu'il soit la culpabilité de la mère ou non, parce que après il faut analyser bien la situation. Mais on peut dire sûrement que très probablement l'autisme peut être expliqué avec une suractivation, une non-activation, on pourrait dire, du vague frontal. Et il faut enseigner de quelque façon à la personne à le faire. Peut-être qu'il y a même des substances, des choses, parce qu'il y a même des personnes qui cherchent des causes particulières, des raisons sur l'autisme particulières, même qui peuvent sûrement empêcher ce développement. C'est sûr que alors, j'ai parlé de l'autisme. On continue à expliquer d'autres choses, des cas qui sont très fréquents. Par exemple, j'ai vu Zalik, je ne sais pas si tu as une question, je vais parler du dernier cas. Je vais Et te laisser continuer, mais je voudrais revenir à des questions plus basiques pour qu'on oui, dis-moi. reprenne ton parcours après. La première question, qui n'est pas encore évidente, c'est qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'hypnose? Parce que ce n'était pas ton parcours de base. Et au-delà de ça, qu'est-ce que tu cherches à faire avec le patient, le sujet qui est face à toi? Très bien. Bon, disons que ça a commencé, j'ai commencé à faire ça. On a commencé à aller en Amérique. En Amérique, on a participé à des conférences, aux conférences américaines. On a commencé, disons que déjà quand on a connu Gil Boyne, on a été en Amérique et on a vu qu'il existait la profession d'hypnothérapeute qui n'existait même pas en Italie et en France aussi, c'était vraiment au début. Et même la PNL, c'était complètement au début. On a vu que ça a déjà existé par contre là-bas. On a vu comment ça, qui ça a été bien, qui ont répondu à un besoin, parce qu'à un certain point, il y avait, et on pensait qu'en réalité, on pouvait développer ça, qui pouvait être utile pour les personnes. On avait plusieurs choses. On se développait soi-même, on travaillait sur soi-même, on travaillait avec les autres, c'est-à-dire, c'était une chose positive. On a commencé, on a eu des très bons résultats, c'est-à-dire si j'ai travaillé avec toutes ces sociétés que j'ai dit, Ferrari, Deutsche Bank, etc., c'est parce que justement, il y avait une demande, il y avait plein de monde qui était intéressé à ces choses. Et après, mais j'ai continué toujours à développer ces choses en faisant attention à la première chose que j'avais appris de Virgilio, et après j'ai eu aussi des autres enseignements plutôt sur le genre hermétique, c'est-à-dire qui en réalité c'était quand même proche de certaines choses de Virgilio, c'est-à-dire travailler pour développer, euh, quand je travaille avec une personne, je cherche de tirer en dehors ce qu'il y a dedans la personne. C'est-à-dire, dans chaque personne, il y a des potentialités inexprimées qu'on doit tirer en dehors. Et mon but, c'est ça. Je vois pas le problème. C'est-à-dire, je vois le problème sûrement, mais pour moi, ça c'est un défaut, c'est un problème de quelque chose qui sera passé, mais dedans la personne a vraiment une grande valeur, une grande chose. Et moi, je ressens ça dès que je rencontre une personne. Et ce que je cherche de faire avec tout le monde que je rencontre, tous mes élèves, c'est d'arriver à faire ainsi qu'ils arrivent à avoir ce déclic de se reconnecter à soi-même, de travailler sur eux-mêmes. Et sur les patients, moi, je préfère toujours... alors, actuellement, j'ai pas trop le temps d'avoir trop de patients parce que je travaille avec les élèves. Mais sur les patients, j'ai toujours aimé les patients qui faisaient des parcours, par exemple, les personnes qui voulaient perdre du poids, je les préférais aux personnes qui arrêtaient de fumer. Parce qu'une personne qui vient arrêter de fumer, rarement on peut la guider vraiment sur une nouvelle ligne de vie.
Par contre, quand on perd du poids, on a plusieurs rencontres et ça permet vraiment de transmettre le message. Ça permet vraiment de permettre à une personne de tirer en dehors soi-même. C'est-à-dire, même si je fais des résultats très rapides, moi j'aime toutes les fois quand je peux rentrer en contact avec la personne. Et c'est plus pour ça j'aime plutôt faire un cours plutôt que éliminer simplement une phobie ou une autre chose parce qu'une personne oui vient pour éliminer la phobie peut-être elle est très contente mais est-ce que on est arrivé vraiment à développer, à réveiller ces choses en elle? C'est ça la question. Et oui, peut-être quelqu'un on peut donner, mais moi je cherche toujours, je cherche surtout à faire ça, à ouvrir les personnes. Alors, j'espère que c'est bon, Thierry. Il a répondu à ta question, Marco. En partie, il va sûrement en dire plus, hein, parce que ce qui me gêne souvent dans ce qui est hypnose de spectacle, street hypnose, fascination, c'est le côté privatif des fonctions. C'est-à-dire que la personne va oublier son prénom, ne plus savoir qui elle est, etc. On la prive de choses qu'elle a déjà. Or, quand on Ah, est dans l'idée, par exemple, d'une hypnose humaniste, hein, il ne s'agit pas de priver la personne, mais de l'amener à révéler des choses qu'elle ne connaissait pas pour s'élargir et non se diminuer. Je pense que c'est ce que tu fais, mais le début, qui est quand même de perdre des potentialités pour arriver à autre chose, et voilà, quelle est la démarche amener la fonction d'arrêt de la personne, comment tu accèdes après à un élargissement après ce premier pas. alors, disons que la question, disons que sincèrement, disons que perdre. Alors, disons que en revenant sur ça, disons que la fascination, c'est très utile pour élargir déjà la conscience. Elle est même utilisée pour soi-même, sur soi-même, comme technique de tratak en Inde. Dans le sens, la technique de tratak, qui constitue une technique base du yoga, consiste à se regarder soi-même. On rentre dans des états autofascinatifs. On regarde un point, on regarde même soi-même dans le miroir, et il y a plusieurs choses qui se passent. Ce qui on va, sous un certain point de vue, euh, toucher, c'est qu'on peut penser que les lobes frontaux vont être un petit peu en repos, on n'élimine rien, et à ce point-là, on arrive à faire le vide mental. Alors, disons une chose d'un point de vue neurologique. Il y a ce qu'on appelle default DMN ou Default Mode Network. Alors, qu'est-ce que c'est c'est le nom que le neurologue donne à tout le parler que nous avons dans notre esprit quand nous avons rien à faire. C'est-à-dire, ils ont pris des personnes, ils lui ont dit, maintenant, vous n'avez rien à faire, on mesure seulement votre activité cérébrale, cherchez de ne penser à rien, cherchez de rester tranquille, on voit que tout le monde a c'est naturel, a un parler continuel. Il y a une activité, disons que nous le disons que c'est parler parce qu'en réalité la personne se parle. Les neurologues scientifiquement disent il y a une activité cérébrale même quand une personne en théorie n'aurait rien à faire. Quoi, qu'est-ce que c'est cette activité cérébrale? Cette activité cérébrale de défaut, c'est une activité cérébrale qui pratiquement c'est se répéter qui une personne est, se répéter les choses, se répéter, c'est-à-dire on peut dire ça, ce qu'une personne est, c'est-à-dire ses croyances, ses choses. On se répète même des dizaines de fois les mêmes choses, c'est-à-dire dans ce default network mode, on peut penser que la personne se répète, ah oui, j'ai vu cette personne hier, oui, j'ai vu ça, c'était sympathique, oui, c'est bon, c'était sympathique, ah oui, oui, mais oui, c'est bien. C'est-à-dire combien de fois vous répétez les mêmes choses dans l'esprit, des dizaines de fois. Encore plus
plus, quand une personne vous a gêné, ah oui, m'a gêné, ah oui, m'a parlé mal, ah oui, c'est-à-dire vous répétez des choses, c'est-à-dire il y a une activité de défaut inarrestable du cerveau, qu'il y a 50 000 pensées par jour, pendant que probablement 500 pensées par jour seraient déjà suffisant. Alors, qu'est-ce qui signifie? Signifie qu'il y a une activité de défaut. Et qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette activité de défaut? Il y a toujours non. Ça, si on arrive, alors il y a l'hypnose et il y a la mindfulness. L'hypnose, alors, je sais pas le type, mais en général, quelle est la mindfulness, la méditation? La méditation, normalement, module le default network mode. Je parle de la méditation qu'une personne fait sur soi-même. Par contre, dans l'hypnose, quelquefois, on peut aussi presque laisser de côté le default network mode et on arrive à un certain type de vide mental, c'est-à-dire mindfulness. Le concept de base, c'est qu'avec l'hypnose non verbale, on fait de la mindfulness, on développe de la mindfulness. Et après, on peut aider les personnes à résoudre leurs problèmes, parce qu'à un certain point, disons que beaucoup de fois, les raisons même du problème sont dans leur système. C'est-à-dire, je veux dire qu'on ne cherche pas vraiment de rentrer dans les mécanismes. On ne rentre pas à recadrer la personne. On rentre pas à... On pense que la personne, elle est suffisamment intelligente pour se recadrer. On ne fait pas de switch pattern parce qu'on pense que la personne n'a pas, que ça va pas se passer naturellement quand la personne... Ça sont toutes des choses qui se passent en réalité default network mode. On porte la personne sur ce que dans le Dzogchen, il appelle la base. C'est-à-dire la base, c'est-à-dire la merde, ils disent quelquefois, c'est-à-dire ils portent la personne dans le vide mental. Ça, on pourrait dire que le regard porte les personnes dans le vide mental, et avec ça, après, les personnes vont se réorganiser et on n'enlève rien. Ça, c'est sûr qu'on n'enlève rien. Alors, Thierry, je pense que peut-être tu parlais d'effectivement des choses activement demandées en hypnose pour oublier un chiffre, oublier le prénom, etc. Alors que dans la technique de Marco, si j'ai bien compris, on n'a pas ces demandes-là. C'est-à-dire que la personne bascule dans un état et dans cet état-là se passe ce qui doit se passer, si j'ai bien compris. Oui, alors ça c'est la thérapie. Après, je vais parler sur Thierry aussi quelque chose, parce que lui, il a dit oublier le nom. Ça, c'est une chose qu'ils font dans le spectacle. Moi, si je fais des démonstrations, ce sont pour la thérapie, c'est pour démontrer des choses, jamais pour faire des spectacles. Mais quand même, venons un petit peu. Il y a même le nom, c'est une chose qu'une personne a à un certain point absorbé. Toi, tu t'appelles Terry, tu pourrais t'appeler Gustave ou tu pourrais t'appeler Marc, c'est-à-dire c'est une chose complètement, c'est apprise. C'est-à-dire, c'est possible que dans certains moments, quand une personne va beaucoup en arrière, et ça c'est une technique qu'on fait aussi dans la méditation, c'est une technique indienne aussi de méditation ou avec le regard, qu'une personne puisse aller dans des états on peut dire d'oubli, même avec soi-même dans le miroir, d'oubli de soi-même. Et ça ne veut pas dire, ça peut avoir une utilité. Moi, je veux dire, toute chose peut avoir des utilités. Si une personne le fait seulement pour démontrer une chose à niveau de spectacle, bon, ça ne m'intéresse pas trop. Mais si une personne fait pour aider une personne à surmonter quelque chose, c'est bien. C'est-à-dire, on peut utiliser des objets, un marteau peut être utilisé bien pour planter un clou ou pour faire des choses. C'est-à-dire, on peut utiliser toutes choses. Bon, disons que l'hypnose, la seule différence, c'est qu'avec le marteau, on peut faire mal. Avec l'hypnose, c'est presque impossible de faire mal. Mais au-delà de ça, toute chose peut être utilisée avec un but positif et peut être utilisée aussi sans but ou dans certains cas aussi dans des buts négatifs. Ça, je veux le dire. Ça, c'est sûr. Alors, on peut peut-être demander si d'autres personnes ont des éclaircissements à demander. Personne pour l'instant.
Alors, moi, je voudrais savoir, euh, je ne sais pas si tu connais Richard Bartlett aux États-Unis. Bartlett, oui, oui, Bartlett, oui. Il a une oui. technique, alors c'est pas de la fascination. Et il a une technique qui utilise aussi, je pense, le magnétisme ou l'énergétique, et il fait basculer les gens, mais il passe pas par cette étape de figeage, de figement de la personne. C'est la personne s'effondre d'un coup. Ah, Euh, les deux points, oui, oui, il utilise la technique c'est Bartlett, il me semble, c'est la personne qui utilise la technique des deux points. oui, c'est Et, ça. oui, c'est ça, c'est ça. Disons que, euh, la, disons que en réalité, ce qu'il fait, c'est, disons que la théorie de Bartlett, c'est très bien. C'est-à-dire, il reporte la personne dans l'axe et ce qu'il dit, c'est sous certains points de vue, moi je le trouve très bien, ce qu'il dit dans ses livres, reporter la personne dans l'axe. Ben, il ne dit pas de l'axe, mais ça serait le concept, c'est-à-dire il trouve les deux points, il met les deux mains, il va dans le néant, après il ressort dans une autre dimension quantique. Et moi je l'ai fait plusieurs fois, ça marche très, c'est-à-dire on le fait en général, on fait en réalité, on fait comme ça, parce qu'en réalité, même tous les magnétiseurs, il y a une recherche sur les magnétiseurs. Les magnétiseurs passent beaucoup de fois dans un état de néant. Ou mieux, on trouve beaucoup de magnétiseurs qui sont nés après avoir un grand accident. C'est-à-dire, ils disent, ah, moi j'ai eu un grand accident, j'ai eu un accident de voiture, après je me suis retrouvé un don de guérison. Ah, j'étais malade, j'ai eu un don de guérison. C'est-à-dire, on peut penser que peut-être l'allée d'un linéaire est restée dans ces personnes de quelque façon. Il y a un tiers pratiquement, on a vu qu'il y a un tiers de guérisseurs qui ont une origine dans une chose traumatique. Un tiers ils ont appris, et un tiers sont de famille. Et alors, on peut penser que Bartlett touche quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire à un certain point, tu vas dans le néant, tu vas dans une dimension quantique où et à un certain point, tu arrives à faire comme ça. Par contre, la deuxième chose que tu dis des personnes qui tombent, là aussi, il y a un contact très étroit entre les deux personnes. Je ne veux pas dire que c'est très différent parce qu'en réalité, il y avait un Américain j'écoutais il parlait des oscillations des passes magnétiques. Hein. Il y a Marco Paré qui fait des choses intéressantes à Nice avec les passes magnétiques, avec les réactions de bouger des personnes et Bartlett aussi qui touche parce que lui il fait le toucher et s'adapte beaucoup à la personne. Il y a comme un contact, il y a un contact entre la personne et l'opérateur et la personne rentre, c'est-à-dire rentre dans ce spécifique état. Alors, il y a des connexions sûrement, si c'est ça que tu recherchais des connexions. Il y a même un Américain que j'ai écouté qui faisait des connexions. Savoir, voilà, si ça a une ressemblance ou pas. Il y a un air de famille, mais j'ai l'impression que Oui, c'est pas la même chose. c'est très connecté. Moi, la seule chose que je dis sur Bartlett est qu'il ne travaille pas au mieux. Je ne peux pas dire vraiment parce que je n'ai pas été dans son école, j'ai eu seulement des informations de deuxième ligne, j'ai eu des élèves, j'ai lu des livres. Il ne travaille pas trop sur la présence. Moi, je mets au centre de mon travail la présence, c'est-à-dire être là, attention au corps, porter soi-même. Lui, par contre, je vois que lui, il raconte des choses mais après, peut-être pour cette manque d'attention à la présence, il dit aussi dans son livre, par exemple, ah, moi je fais ça, mais son instructeur n'arrive pas à faire la même chose. Alors, moi je pense que lui, de quelque façon, arrive à se rattacher à arriver à certains états. Et certaines choses, il n'arrive pas totalement, autrement, il ne dirait pas que son instructeur n'arrive pas à faire certaines choses. Alors, je, et moi, je pense que ce qui c'est un travail spécifique de présence qui pourrait être connecté au travail de Bartlett sûrement, et ça va donner beaucoup. Présence, Oui, très bien, merci. Et alors, oui, Thierry, tu veux Ouais. dire quelque chose? Vas-y. J'essaie Je poserai ma toujours, question après. j'essaie toujours de comprendre.
Donc, je t'ai vu un peu dans des vidéos, hein. Tu as un talent évident pour, en effet, fasciner les gens, les mettre dans une forme de catalepsie par le regard rapidement. Euh, Ma question est, l'idée thérapeutique toujours est que la personne entre dans un certain état et ressorte dans un état différent, qu'on peut dire guérir, entre guillemets, etc., mais que son malaise ait disparu ou se soit transformé. Donc, tu Alors, agis. Attends, je termine, hein. Tu agis par la fascination. La personne est, le mot est peut-être un peu inapproprié, ça fait rien dans cet état de catalepsie. À quel moment y a-t-il, s'il y a, ce qu'on pourrait appeler une suggestion ou un plan mental de ta part qui va faire que le travail se fasse chez le sujet qui est là pour l'amener à être différent après? ok. Je vais te répondre parce que ta question, c'est très intéressante et je peux, si je la cible bien, il y a des personnes qui, même déjà disent, mais si tu ne parles pas, comment tu fais pour leur donner des suggestions? C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est exactement la même chose, mais il y a des personnes qui m'écrivent, qui m'ont écrit quelquefois, ah, mais tu fais pas de l'hypnose verbale, alors comment tu fais c'est-à-dire, comment tu fais pour leur donner des suggestions? Alors, disons que le système marche au contraire. Et je vais avant tout te raconter ce que j'ai ressenti moi-même et après la réponse qui donne le système. Alors, moi-même, dans le passé, avant, quand j'étais au tout début du travail d'hypnose, je prenais ces livres qui disaient de faire l'hypnose, l'auto-hypnose, je lisais le livre et disais, ah, vous voulez avoir, par exemple, plus d'assurance. Alors, vous rentrez en hypnose, vous vous dites ces choses et après, vous changez. Vous voulez avoir... mais moi, je me disais, j'essayais de suivre, mais je disais, mais pourquoi je dois me dire ces choses? Est-ce que mon inconscient n'a pas écouté avant? Je dois lui répéter les choses. Est-ce que mon inconscient est attentif seulement dans certains moments? Il n'est pas attentif avant. Je dois me parler seulement dans certains moments. Alors, le fait, c'est que notre inconscient est toujours là. Et disons que quand nous procédons avec l'hypnose verbale, nous allons avant tout focaliser la personne vers la résolution du problème. Et il y a deux ou trois éléments qui sont très importants. Un, c'est l'attente positive. S'il n'y a pas d'attente positive, on peut créer l'attente positive. Ça, c'est sûr. On peut donner des exemples, on peut expliquer, etc. Du reste, ben, disons que s'il y a un client qui est venu, une base d'attente positive, il y a. Mais hypothésons qu'il ne soit pas convaincu. Deuxièmement, la personne doit être focalisée, euh, doit, euh, une chose très utile est voir négatif et positif. C'est-à-dire ton problème, qu'est-ce qui te pose, ce que c'est ton problème pour toi, et qu'est-ce que tu voudrais, comment ta vie aurait été sans ce problème, comment ta vie aurait été, et qu'est-ce que tu veux pour le futur. S'il y a ces trois questions répondues, la thérapie va marcher parce que la personne va être focalisée dans la bonne direction. La personne, sous un certain, comme je dis, c'est très semblable à un coaching dans la partie du début, parce que dans le coaching, on fait à peu près les mêmes questions. Et on cherche de focaliser les énergies de la personne dans la direction de vouloir la résolution. Alors, disons qu'elle pense de pouvoir avoir la résolution, elle ne sait pas comment l'obtenir. À ce point-là, on peut faire l'induction et l'induction va donner des résultats. Après, aussi, il y a des techniques en plus qu'on utilise c'est-à-dire ça, pour dire très simplement. Après, il y a plein de techniques qu'on rajoute et qu'on met et qui peuvent permettre aussi de peaufiner le résultat. On peut utiliser je dis, on crée des états quantiques, c'est-à-dire des états globaux. Dans ces états globaux, qui on peut penser polyvagalement, qui on active le vague frontal, la personne arrive à avoir plus de solutions.
Neurologiquement, on active le vague frontal. Ces étapes peuvent être faites de plusieurs façons. Peuvent être faites avec la rotation de la tête, peuvent être faits avec des sons, peuvent être de la musique notamment, peuvent être faits avec des lumières, peuvent être faits avec plusieurs systèmes qui portent la personne dans un état spécifique dans lequel il peut résoudre. Parce que neurologiquement, comme j'ai dit, il y a trois activations possibles. Sympathique, nous avons activité, nous avons blocage et nous avons possibilité de solution. Ce sont les trois gunas indiennes. Les Indiens disent que nous avons trois possibilités. Rajas, trois gunas. Une s'appelle Rajas, ça peut correspondre à l'activité du système sympathique. Rajas, c'est feu activité, c'est-à-dire être beaucoup fougueux. Tamas, ils disent c'est comme la nuit, c'est-à-dire c'est le blocage. Et la troisième guna s'appelle Sattva. Ils disent, pour faire n'importe quel travail spirituel, tu dois être en sattva. Si tu es en tamas ou en rajas, tu ne peux pas faire du travail spirituel. Comment on accède au travail à sattva? On accède par des musiques, on accède par... sattva, c'est exactement l'activation neurologique d'une partie de nous qui peut résoudre le problème. Alors, parce que quand nous sommes dans le sympathique, nous sommes dans fuite et attaque. Fuite-attaque signifie que nous sommes focalisés sur une chose et on ne peut pas trouver de solution. Quand on est bloqué, on ne trouve quand même pas de solution parce qu'on est bloqué, parce que mentalement aussi on est bloqué. On doit sortir de cette position pour arriver dans une position où on peut résoudre. Traduit, on a ce manager qui veut faire beaucoup de choses, qui est peak performer, c'est-à-dire performeur de pic, et qui veut être mieux, mais n'arrive jamais parce que lui, il raisonne en partant d'une activation excessive de son système, ça ne correspond pas à son activation neurologique, ce qu'il veut obtenir. Il doit sortir de vouloir être toujours dans le pic. Cette autre personne, elle est bloquée et quand même, elle n'arrive même pas à imaginer comment résoudre le problème. Il faut sortir de ces deux positions et rentrer dans la troisième position, qui est la position de solution. Donc, ce que tu cherches à exprimer, c'est que quand la personne est dans cet état de fascination, elle retrouve sa possibilité de choix entre ouvrir et fermer où elle n'était pas avant. Oui, oui. Alors, tu trouves la possibilité à un accès. Moi, je dis, on arrive à un niveau quantique où il y a plusieurs possibilités. On arrive à un niveau où la personne a plusieurs possibilités à disposition. Mais moi, je veux dire, le système d'hypnose humaniste, c'est très lié à Erickson. Ce que nous faisons, ce n'est pas trop loin de beaucoup de choses qui dit Erickson, c'est-à-dire c'est un développement mais c'est sans mots, c'est-à-dire on travaille sans les mots, c'est-à-dire on dit l'inconscient, on peut le mettre en action même sans mots, c'est pas besoin de dire maintenant tu vas voir toutes les possibilités qui peuvent, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de parler beaucoup de fois. Parler peut-être, ou mieux, parler c'est utile. Moi, je suis pour la théorie des trois pièces. Recanelli, c'était un guérisseur italien qui avait trois pièces. Première pièce, il rencontrait la personne. Bonjour, comment ça va? Qu'est-ce que c'est votre problème? Deuxième pièce, c'était pour faire quelquefois des travaux un peu verbaux, en parlant sur la personne. Troisième pièce, il ne parlait pas. Moi, je dis, on peut surstructurer comme ça. Une pièce pour le travail, c'est pas le travail non verbal contre le travail verbal, mais c'est le travail verbal qui peut déboucher aussi sur un travail non verbal. En Inde, on fait les mantras et on fait aussi des techniques sans mots. C'est pas nécessaire c'est pas tout avec les mantras et pas tout sans mantra. C'est-à-dire, toutes les choses peuvent être complémentaires. Oui, ce que je comprends, c'est qu'en fait, ce qui agit est la qualité de ta présence. Et la présence et la focalisation du sujet. On aide le sujet à se Oui, focaliser. tout à fait. Euh, disons que il faut travailler aussi. Alors, disons que
il y a aussi qu'il faut développer le charisme de la personne. Le charisme de la personne peut accélérer beaucoup les réponses. Euh, dans la, ce, C'est-à-dire, certains l'appellent pouvoir personnel, magnétisme personnel. C'est sûr qu'il y a une qualité qui, si vous avez, vous la rajoutez à ce que vous faites et vous pouvez obtenir des résultats très forts. Et ça, c'est sûrement un magnétisme, c'est aussi magnétisme personnel. Alors, je pense que ce qui est important, effectivement, c'est aussi tout le travail que le praticien fait sur lui-même. Euh, Oui. Parce qu'il y a des interactions qui peuvent se produire. Et si la personne qui est praticien est polluée par tout un tas de situations personnelles non résolues, ça peut avoir une influence négative sur la solution pour le sujet. Ah oui, disons que le fait, c'est que la personne, oui, travailler sur soi-même, être conscient de soi-même, et porter attention, euh, une, se connecter avec soi-même. La personne doit être connectée, disons, connectée avec soi-même pour pouvoir travailler avec l'autre. Et naturellement, plus on travaille sur soi, plus on élimine des problèmes sur soi, mieux on travaille avec les autres, ça c'est sûr. Euh, Même si je veux dire, le- l'important, c'est, disons, dès le début, une personne peut faire quelque chose, mais après, c'est une direction de vie, une direction de travail. Une personne continuera à travailler sur soi-même, mais augmente naturellement son charisme, sa force, et peut obtenir des résultats très forts en travaillant sur soi-même, en éliminant tout ça, etc. Doit développer son automagnétisme. Le mot exact, c'est magnétisme personnel. Une personne doit développer le magnétisme personnel et le magnétisme personnel n'est qu'un parcours, une partie du parcours magnétisme qui après, si une personne veut l'entreprendre, peut l'amener même à des sommets très élevés. C'est-à-dire, même en Inde, il y a les siddhis. Les siddhis sont des dons qui correspondent un petit peu à certaines choses qu'on fait avec l'hypnose et avec le magnétisme personnel. Mais les siddhis sont aussi sur le chemin qui mène à l'éveil. C'est-à-dire, moi, je parle de mindfulness, toutes les choses se touchent. Quand tu es dans ton état de fascinateur, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une qualité médiumnique dans ton état ou pas? Oui, ça, se développe une grande intuition avec la personne. Il y a des choses carrément télépathiques, qu'on pourrait dire. Moi, sincèrement, j'utilise pas trop ce mot dans ce que j'écris parce que télépathique, c'est trop facile pour les personnes de le critiquer. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont, je peux le dire ici sur Zoom, mais il y a vraiment des choses qui sont presque télépathiques, qui on ressent vraiment. Par exemple, moi, je fais la technique de Dipiza. La technique de Dipiza, on regarde très rapidement la personne dans les yeux, on crée comme un état de rééquilibrage immédiat, et après, on demande à la personne, est-ce que ta douleur est partie, comment c'est? Mais en réalité, je sais déjà si elle est partie toute, si elle est partie à moitié. Vraiment, c'est comme s'il y avait une télépathie, et moi, à travers ce bref contact oculaire, j'ai la sensation, j'ai toujours la sensation précise. Beaucoup de fois, je dis, oh, il me dit, euh, j'ai encore une partie. Ah oui, je sais, c'est encore sur la partie gauche, je dis. Et il me dit, oui. C'est-à-dire, c'est comme si je savais exactement, on sait deux particules qui s'entanglent, qui s'entre entre, comment dire en français, si entre en termes C'est quantistiques, l'intrication. l'intrication, si intrique. C'est comme si des particules qui s'intriquent. Et il y a vraiment ces choses étranges qui se passent. Bien. Alors, est-ce que Caroline, Bernard ou Lancelot ont des demandes, des questions, des précisions ou des informations à apporter? Je veux bien prendre la parole quelques instants, si tu me le permets, et je te remercie de m'avoir permis de venir et je te souhaite une... Merci beaucoup.
Oui, bonsoir Marco et tout le monde. Alors, sous une autre forme, je dirais pratiquement la même chose. En fait, on constate que l'état produit par la fascination et par cette induction hypnotique particulière avec l'énergie de la présence de la personne, eh bien, ça crée un état donc de conscience particulier qu'on appelle la transe somnambulique. Et cette transe, c'est justement cet état qui correspond à sattva, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si à l'intérieur de la personne, ça se solutionnait par soi-même, quoi. Mais non pas parce que c'est magique, simplement parce qu'il y a eu une focalisation au départ de la personne sur sa problématique et que finalement l'état de lâcher, c'est-à-dire de ne pas être bloqué ou de ne pas être à fond, eh bien permet justement cette facilité de passage de la solution à l'intérieur de l'être. Et c'est exactement comme ça que ça se passe, quoi. Voilà. Oui, donc la solution sont déjà dans la personne. Absolument. Et ça, quand même, c'est même Erickson qui le dit. C'est-à-dire, c'est pas, on est carrément sur la même vision d'Erickson, seulement qu'on procède sans mots. Mais il n'y a pas des grandes différences sur le point de vue que les ressources sont à l'intérieur de la personne, que l'inconscience est comme une chose même plus grande de l'ego de la personne et tout ça. Disons que peut-être il y a des façons de s'exprimer que nous disons d'une façon différente, mais l'idée de tirer, et aussi une autre chose, je dois dire, actuellement, j'ai aussi une autre chose, Erickson, lui, il avait une idée de comment, dans les relations, que la personne devait être d'une certaine façon. Moi, je ne cherche pas d'imposer rien du tout aux personnes quand on travaille sur les relations. Je pense, je laisse là aussi leur inconscient trouver la solution meilleure. Mais quand même, il y a beaucoup de choses semblables, ça c'est sûr. Alors, juste une précision concernant Ericsson. J'avais discuté avec Teresa Robles et Ericsson avait sa mère qui était d'origine indienne euh, en Amérique et qui pratiquait des rituels chamaniques, qui avait cette connaissance. Donc, Ericsson avait aussi cette connaissance-là. Et selon elle, l'utilisait beaucoup dans ses interactions avec ses patients. Donc, il y a un peu une démarche circulaire. Là, on retrouve un peu des techniques. Toi, tu parles des Indiens d'Inde qui ont leur pratique, mais on peut le retrouver dans de nombreuses pratiques chamaniques. Et il y a cette posture du praticien avec ses savoirs, cette connexion intérieure qui est importante dans la relation avec le sujet. Oui, et moi je veux dire que aussi il y a une chose qu'on doit dire que Ericsson a été examiné parce que Rossi et les autres par des Américains qui sont allés à l'examiner de façon américaine, c'est-à-dire ils ont examiné ce qu'il disait, ce qu'il faisait, c'est-à-dire des choses. Ils n'ont pas examiné trop ce qu'il ressentait. Et ce qu'on enseigne, c'est pas comment ressentir. Mais lui, il parle dans ses livres beaucoup de ce qu'on doit ressentir. Et moi, je parle, le ressenti, c'est important. Et Erickson même, dans un de ses livres, je dis, moi, je fais, quand il parle de son induction non verbale, il dit, moi, je fais ça, je regarde la personne dans les yeux, je fais comme ça. Il y a d'autres personnes qui me suivent, mais n'arrivent pas à le faire. C'est-à-dire, c'est parce que Ericsson, il y a vraiment beaucoup de choses dans l'histoire d'Ericsson qui sont intéressantes et qui ne sont pas trop analysées. C'est-à-dire, elles semblent être des choses de vie, mais sont des choses qui, je pense, je trouve fondantes même pour comprendre certaines des thérapies qu'il faisait, certains des résultats qu'il obtenait. Par exemple, son attention au corps. Moi, je parle de présence. Présence, c'est attention. La présence part du corps. Mais lui, est-ce qu'il faisait attention au corps? Oui, parce qu'il dit, j'étais malade, j'étais en train de mourir. À un certain point, je commençais à ressentir tout mon corps, toutes mes choses, je examinais. C'est-à-dire, il faisait sûrement attention à son corps. Même si après, ça n'a pas été... il y a plein de monde qui fait, il y a sûrement des personnes qui travaillent sur ça, mais je rencontrais plein de thérapeutes ericksoniennes qui ne travaillaient jamais sur eux-mêmes, qui si on demandait est-ce que vous avez une conscience, ben on ne demande pas, mais si on demandait si ils avaient une conscience somatique, ils n'auraient pas su quoi répondre. C'est ça la réalité.
Oui, Alain, t'es on coupé, oui. t'entend. Pardon. Le dernier point de ta pratique, c'est l'aspect quantique. Comment tu évalues à quel moment on est dans un état d'hypnose lié au corps et à quel moment on bascule dans cette communication quantique que toi tu expliques par cette arrivée d'informations qui se fait spontanément, tu sais. Et par rapport au sujet, est-ce que le sujet rentre dans cet état-là? Est-ce qu'il a une phase quantique ou est-ce que c'est uniquement le praticien qui accède à ça? Disons que, toi, maintenant, tu parles je pense que tu veux toucher un petit peu l'intrication quantique, il me semble, dans ta. Disons que il y a quand même, on est deux particules ensemble. On commence avec le regard, on s'intrigue très bien. Et les états d'âme s'intriquent et après, progressivement, c'est pour ça probablement que le praticien peut ressentir les choses qui ressent l'autre. Même déjà au début, à dire la vérité, il y a des choses très curieuses. Et moi, je dis toujours, surtout quand on fait des passes magnétiques, je dis, ce que vous ressentez, si vous ressentez des choses, normalement aussi la personne le ressent. Mais à dire la vérité, on est séparés. Une personne dirait, mais si moi je ressens un fourmillement dans mes mains, comment je peux pour savoir que la personne ressent aussi quelque chose? Mais en réalité, se passe que qu'une personne ressent un fourmillement dans les mains et l'autre personne ressent une chose correspondante. Ça se passe dès le début. Il y a une intrication avec le regard, avec plein de choses. Et cette intrication continue, je dirais, même à distance, même dans le sens qu'après, on peut même travailler avec Zoom, c'est-à-dire, il y a quand même, même à distance, la chose peut continuer. Cette histoire de. Et je veux dire, cette histoire de l'intrication, déjà Mesmer l'avait noté. Parce que lui, il avait intitulé son livre, parce que Mesmer a écrit, ou mieux, il a écrit un professeur d'université qui a été allé le chercher, a écrit un livre qui appelait des correspondances entre les choses. Parce qu'il dit, il y a plein de correspondances entre les choses. Moi, je ressens une chose et l'autre personne la ressent. C'est-à-dire, il avait noté toutes ces correspondances. Lui, il la faisait même plus vaste. Il mettait dedans même l'astrologie. Il disait, il y a une correspondance entre le ciel, la terre, entre les personnes. Mais il y a toutes ces correspondances. Il faut quelque chose derrière qui bouge ces correspondances. Et cette idée de Mesmer rappelle un petit peu l'ordre expliqué, impliqué de Bohm. Bohm dit, nous vivons une réalité, ça c'est l'ordre expliqué. Mais derrière la réalité que nous voyons, il y a un ordre impliqué, comme un autre niveau de la réalité, qui ça peut expliquer, qui c'est la seule explication pour le fait que deux particules qui sont distantes peuvent réagir de la même façon, c'est-à-dire ordre expliqué et ordre impliqué. Ordre expliqué, c'est séparé. Nous regardons, même si c'est pas exactement la même chose, on peut dire, l'ordre expliqué, c'est l'écran de la télé. Tu vois l'écran de la télé et tu vois des images, des personnes, des choses qui se bougent et il y a un pixel qui se très loin de notre pixel. Mais la vague des ondes de radio, télévision qui arrivent à ton téléviseur n'a pas ces divisions entre pixels, entre choses, etc. Tout réuni. Il y a une réalité derrière ton écran de télé qui est complètement différente de l'écran de télé que tu vois. C'est-à-dire, c'est une autre chose, où il n'y a pas de séparation que tu vois. Et le même, c'est nous voyons une réalité, mais derrière cette réalité, il y a l'ordre impliqué. Et dans la résolution, au moment de la résolution de la problématique de la personne, alors je sais pas si tu as un nom particulier pour ça, au moment où ça se résout. Bon, non, non, disons que moi, je parle beaucoup de fois de libération. Surtout Ouais. quand je fais la crise, je parle de crise et libération. Et donc, au moment où ça se produit, selon toi, c'est ton interaction qui est agissante ou c'est parce que tu as pu amener la personne dans la bonne posture et que, au final, ce qui doit se faire se fait?
Oui, disons que c'est plutôt la deuxième position. Oui. Moi, je peux être un catalyseur qui peut aider la personne et c'est sûr que si je n'étais pas là, probablement la chose ne se serait pas passée. Mais c'est sûr aussi si Einstein a été Einstein, ça n'a pas été pour son professeur, ça a été pour lui. C'est-à-dire, moi, je peux aider la personne à avoir à trouver des solutions, à la guider. Moi, je peux être un guide, je peux le stimuler, lui permettre d'accéder à son cerveau d'une façon que peut-être lui n'est pas trop habitué. Mais après, le travail, c'est à lui, c'est son travail, c'est lui qui va tirer en dehors ses capacités. Là, ça aurait été bien, mais il n'y en a pas de voir une petite vidéo, à moins que tu en aies sous le coude à nous montrer, Marco. Si je devrais me reconnecter avec l'autre ordinateur parce qu'ici je suis sur. Si tu veux que je te montre des vidéos, attends, je devrais me rentrer avec. Regardons l'horaire. Ok, je peux rentrer de l'autre côté parce que ici je suis sur. J'ai l'ordinateur ici, je dois le connecter un instant, voir. Ça peut être sympa de voir une petite Oui, quand même différence. sur mon canal, j'avais pas prévu ça, je dois voir un petit peu. Attends, je ne veux pas pardon. Alors, Bon, qui pratique parmi vous? Est-ce qu'il y en a, bon, Lancelot, je sais, mais est-ce que Il y a Bernard? une question que je poserais bien à Lancelot en attendant, c'est est-ce que tu te reconnais dans la pratique de Marco ou elle n'est pas vraiment tienne? Mais oui, on a simplement, bon, on n'utilise pas forcément le même mot, le même vocabulaire où on l'explique, mais l'explication et l'explicitation même, et la pratique elle-même est très très proche. Et tu le découvriras d'ailleurs, hein. Euh, et en fait, toute l'expression de l'hypnose à travers le système polyvagal, c'est véritablement cette formule qu'utilisait Mesmer, la crise mesmérique, c'est la libération effectivement du système polyvagal notamment. Ça correspond bien, oui, à notre pratique. Et bon, évidemment, la présence, le développement du magnétisme personnel, l'ouverture de conscience que cela produit et qui facilite l'intuition et la connexion avec l'autre, c'est essentiel, quoi. Et c'est ce qui se produit assez naturellement et assez facilement, alors qu'a priori, on pourrait penser que on n'en est pas capable. Mais en fait, ça fait partie de la nature de l'être humain, de la nature du vivant, que de faire passer et circuler l'énergie d'un vivant à un autre vivant, quoi. Donc d'un être humain à un autre être humain. Ok, comme ça, on est double. Mais de ce côté-là, voyons si je peux diviser quelque chose. Ok, je vais récupérer sur mon canal ou mon webinaire. J'ai même mon webinaire que je vais prendre. Ça, c'est un instant que je vais condiviser dans un instant. Alors, commençons à montrer. Après, on discute après. On va sur mon canal. Alors, l'Égypte que vous voyez ici, c'est parce qu'en réalité, les techniques sont d'origine égyptienne. On peut dire qu'il y a des choses intéressantes. Et moi, j'ai aussi beaucoup de connexions. Là, on peut regarder. Ça, par exemple, c'est une technique d'extase. Ça, c'est une de mes élèves. Travaille avec les mudras. Les personnes, quand ils sont dans l'hypnose, vont ressentir plus certaines choses. Lui, il est dans un état de somnambulisme. La personne est somnambuliste et il pensait d'être et continuons à avancer. Ça, c'est une induction classique. La personne tombe à terre et ça, c'est une induction rapide. Ok, ça aussi, c'est une autre induction très intéressante. Euh, alors, cette fille j'avais fait un travail d'hyperflexibilité, je me rappelle, et s'était pliée beaucoup en arrière, c'est-à-dire et je vais ressortir d'ici, ça c'est une introduction. Sur mon canal, il y a des groupages
Alors, students of Dr. Passer, leur non-verbal hypnosis. Le premier pas que vous faites quand vous rentrez dans ces techniques, ce sont les passes magnétiques. Qu'est-ce qui sont les passes magnétiques? Alors, ça, c'est une démonstration de passes magnétiques. Regardez, je vais un petit peu. Passe magnétique, c'est très simple. Vous pouvez vous exercer à la maison. Alors, j'avance un petit peu. Alors, c'est où les passes? Ah, là, j'avais fait Est-ce que l'introduction. tu pourrais mettre la vidéo en plein écran? Ah, oui, oui. Ah, ok. Oui, bon, je commente parce que je voulais chercher les passes qui c'était des mouvements, mais je le retrouverai. Ça, par contre, c'est une chose qui se passe souvent, c'est la catalepsie. Ça, c'est la personne qui reste très rigide. On lui a mis 10 chaises dessus et on voit que la force de la personne est augmentée. Je suis allé un petit peu en dehors. On a vu comment les différentes chaises disons, il est resté comme ça. Je montre plusieurs faits. Aussi, c'est encore catalepsie. La personne est restée rigide. La personne reste rigide. La main droite, là, on pourrait faire un travail comme Messager, c'est-à-dire Messager avait travaillé beaucoup sur les Messinger, il a écrit beaucoup de livres, il travaillait beaucoup avec les catalepsies. Notez, le bras droit était lié à l'agressivité, le bras gauche euh, plutôt à la motivation, autre chose. Et c'est-à-dire, en travaillant sur, disons, il travaillait sur ces catalepsies et après les personnes qui laissaient partir les catalepsies, c'est-à-dire là, elle est dans cet état, après, elle est en état de, on peut dire, de analgésie. Et ici, elle est réveillée, elle est heureuse. Les personnes après l'hypnose sont toujours heureuses. Si c'était une autre fille, je pense que là, c'est une induction directe avec le regard. Elle devient rigide. Je pense qu'après, on fait une catalepsie, mais ça, c'est très intéressant. Cette catalepsie, elle est très rigide. Naturellement, on n'a pas dit soit rigide, soit rigide, soit rigide. Elle est encore avec le regard tout droit et elle est devenue rigide. J'avance, on l'a tiré jusque-là. J'avance encore. Je vais, je change de vidéo. Ça, c'est intéressant. C'était pour montrer des choses. Alors, Power of the Gaze, pouvoir du regard. Pouvoir du regard, c'est quand on regarde une personne, elle tombe dans un état un état hypnotique. Ah, les passes. Ici, vous voyez, elle est en train de faire passe. Ah, ça, c'est une session d'hypnose de groupe. Une session de groupe, c'était en France, il y a longtemps. Je vais un petit peu avancer, je vois un petit peu s'il y a quelques parties intéressantes. On peut induire même des groupes. Et on arrive, quand on induit, ben, c'est un peu long, on peut induire vraiment des états profonds. Et après, vous voyez des personnes qui tombent, les personnes rentrent progressivement dans toute une série d'états. Après, tout le monde de ce groupe est tombé en hypnose, l'un après l'autre. OK. Ça, c'est, vabbè, hypnose, ici, c'était plutôt un travail sur la clairvoyance, parce qu'on peut développer la clairvoyance, c'est-à-dire la personne qui peut voir des choses. Ça, par contre, ça sont les passes. Ah non, ça, c'est hypnomassage. Oui, ben, hypnomassage, OK. Ça, sont et quand même, ça, ici, elle ne le touche pas, sont justement des, OK, ça, c'est l'hypnomassage. OK. Ça, c'est une régression. Mouvement automatique. Bon, c'était pour montrer un petit peu plein de choses qui peuvent se passer avec l'hypnose non verbale. Ça, c'est une de nos élèves, non verbal hypnosis. Elle regarde, travaille avec le regard. Et notre fille, elle va progressivement rentrer dans un état de plus en plus. À la fin de cette induction, elle est, ça a été
elle va la reprendre. C'est un peu long, cette induction, mais c'est tout avec le regard et elle va progressivement rentrer. En soi-même. La fascination a été utile au début. Elle ne la met pas à terre, même si elle est presque qui voudrait tomber. Elle réveille encore et après, je pense qu'elle va l'induire encore une deuxième fois. Comme ça, elle fractionne l'induction. Vous voyez que quand même l'autre fille suit ça même sans rendre compte. Ses yeux avant, clignotaient, maintenant, ils clignotent beaucoup moins. Et après, elle va retomber encore, je pense. Je vais avancer parce elle a fait de la nage ici et choses comme ça. Je vais revenir un petit peu en arrière. Je montre un pot pourri des choses qu'il y a pour que vous voyez un petit peu ce qu'on fait. Et ça, c'est une chose qui plaît beaucoup en général, cette induction-là. C'est une induction avec les passes magnétiques. C'est un peu longue, mais elle a une très grande crise. Elle tombe. Quelquefois, les personnes disent, mais pourquoi tu le fais par terre? Bon, disons, ça, c'était vraiment impromptu et tout est non-verbal. Elle a une crise, vous voyez, ces réactions. Alors, je veux dire, les crises que les personnes ont sont des crises non-verbales, c'est-à-dire ce ne sont pas connectées à la pensée, mais sont des crises qui sont connectées à c'est le corps. C'est le corps. C'est pas la réaction de la psychanalyse où quand même on utilise des mots pour induire ou tout ça, où la personne parle. Ça, c'est au-delà des mots. Les personnes ne parlent pas et rentrent dans cet état. Ici, on travaille sur les polarités. Ça, ce sont des vidéos qu'on a fait. Ça c'est travail sur les polarités. Et progressivement, elle va rentrer. J'avance parce que c'est un peu long. Et après, elle commence à avoir des réactions. Simplement, ici, je ne la touche pas en général, mais même sans la toucher, elle va avoir une crise très forte. OK, une crise, mais je vais seulement très proche avec la main. Ça, c'est un peu long comme vidéo, mais c'est pas mal. Et bon, j'avance. Après, à la fin, elle est heureuse. Je lui fais elle est en train de faire un deuxième exercice ici. Et là, il y a un beau changement. OK. Bon, je m'arrête là parce que c'était pour montrer un petit peu un pot pourri de différentes choses. C'est parce que en général, on peut pas faire une leçon maintenant. Si vous allez sur le canal que je vous ai montré, vous écrivez Marco Paré, vous allez sur l'anglais, vous voyez, il y a des vidéos. On est là sur Internet. Les plus anciens, je pense, sont du 2011, c'est-à-dire quand on a mis ces vidéos, on en a été les premiers à diffuser la fascination, les autres choses, c'est-à-dire vous avez plein de choses à voir sur tout ça et vous pouvez vraiment vous régaler, aller à droite, à gauche et regarder tout ce que vous voulez. Là, j'ai une petite vidéo de toi, Marco, où on a une personne, je vais la partager, où on a une personne Montre? qui, euh, tout le monde le voit, Ah, qui a une réaction, voilà. Cette, cette réaction-là de cette personne, c'est très bref. On voit la personne avoir des mouvements ondulatoires du corps. oui, oui. C'est cette fille-là, tu dis? Ouais. On a, Ah oui, oui. Ça, c'est sur cette fille-là que tu voulais la oui, réponse. c'est ça. Mais disons que moi, je fais distinction entre les différents types de crises. Dans le sens que, disons que j'ai travaillé beaucoup sur la crise et les personnes dans mon école, quand ils voient disons que euh,
on est heureux quand on voit une crise. C'est-à-dire quand on voit que la personne commence à réagir un peu plus, nous on dit, ah, finalement, elle commence à se libérer. Et alors, on aide à la crise. Cette réaction dilatoire, en général, les différentes parties du corps sont liées à des choses particulières. C'est-à-dire, bouger les mains, peut-être c'est lié à quelques façons primitives de se bloquer, d'évacuer. Les jambes, c'est un désir de fuite. La partie du psoas, beaucoup de fois, est connectée à des choses sexuelles, surtout dans les femmes. Mais dans le cas de cette fille-là, c'est plutôt comme une vague d'énergie qui part de la tête et qui arrive. Ça, c'est plutôt un petit peu, disons que cette fille, elle est déjà, je la connais, elle a fait déjà beaucoup de travail pour se libérer. Et alors, c'est vraiment comme une vague de libération qui va jusqu'aux jambes. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Parce que l'idée de Mesmer, c'est, alors, il y a l'interprétation mesmérique, énergétique, qui dit qu'il y a comme une énergie qui rentre de la tête et va jusqu'aux pieds. Et l'idée physiologique qui dit, bon, euh, il y a différents niveaux de libération, au niveau de la tête, au niveau des bras et au niveau des jambes. Quand même, les plus profonds sont au niveau des jambes parce que justement, quand il y a un problème, le plus simple, c'est de fuir. Et fuir, on le fait avec les jambes. Alors, quand vraiment on arrive aux jambes, on a résolu la chose. Qui on adopte le point de vue soit énergétique, soit physiologique, on part du haut et on va vers le bas. Et alors, elle était en train de laisser sortir quelque chose. Est-ce que ça a un rapport avec ce qu'on appelle la Kundalini, Ah oui, oui, la montée de Kundalini? oui, 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 c'est ça, ça a un grand rapport et c'est très lié. J'ai eu plein de personnes qui travaillent, j'ai eu même plusieurs élèves qui disent de travailler à la Kundalini avec mes techniques. J'ai même un élève russe qui fait les cours orgasme et Kundalini qui va un peu partout dans le monde, qui utilise mes techniques en les mêlant avec les techniques indiennes. J'ai eu un élève du Chili qui faisait le Shaktipad, c'est-à-dire le toucher du réveil avec mes techniques, c'est-à-dire, je le dis sûrement parce que il avait une grande école de yoga, il a commencé à faire le Shaktipad, il me l'a dit, et j'ai pris ce que tu faisais et je l'ai un petit peu mêlé avec mes enseignements, c'est-à-dire, ça a beaucoup, beaucoup de connexions. Et ce que je voulais dire, euh, il y a une idée neurologique qui dit qu'il n'existe pas 50 circuits neurologiques différents. Il y a un circuit qui est celui de la Kundalini, mais qui est aussi lié à l'orgasme, par exemple, qui est lié à l'extase. C'est toujours le même circuit neurologique. Après, si on active un peu plus les organes sexuels, ça peut être plutôt lié à l'orgasme. Si on active en général le tout, alors ça, c'est plutôt la Kundalini en soi. Si on n'active pas les organes sexuels, peut-être on a plutôt une extase générale. Mais quand même, c'est toujours le même parcours, le même système neurologique qui se met en marche. Bien, ben merci. Est-ce que tu as des actualités? Est-ce que tu fais des conférences? Est-ce que tu as des formations qui sont à venir ou un livre ou quelque chose comme ça? Bon, disons que si une personne est intéressée à ce que je fais, j'organiserai à Nice. À Nice, c'est possible de venir. Et aussi, je fais des cours en Italie et même en français s'il y a une personne intéressée. Mais euh, autrement, je prévois de faire un cours à Nice pour approcher les personnes. Sur Paris, pour le moment, je n'ai pas projeté parce qu'en réalité, je suis très occupé maintenant. Je devrais aller au Brésil, Australie et Russie, tout dans les prochains mois. Alors, disons que je suis vraiment très, très pris entre une chose et l'autre. Mais si une personne est intéressée, ça pourrait être une occasion de venir, d'apprendre et de rentrer dans ce monde. Alors, Après, pardon, excuse-moi, vas-y.
Non, non, après, je conseille chaudement d'aller sur mon canal que vous avez vu, parce que mon canal a plein de vidéos. Il y en a deux. Il y a un canal en italien qui c'est très intéressant et aussi et cet autre que je vous ai montré maintenant qui est international. Ok, vous écrivez Marco Pérez sur YouTube, il n'y a que moi et vous me trouvez sûrement. Et donc oui, oui, il y a mon site, il y a j'ai différents sites, ça c'est bon. Vous pouvez aller sur marcopare.com, vous pouvez vous inscrire, laisser vos références ou vous les laissez à Alain et il me les transmet, je pense. Je pense pas, je vois pas un problème. Ou vous pouvez c'est-à-dire, c'est pas difficile de me trouver sur Internet parce que si vous écrivez Marco Paré, ça va faire ressortir des centaines de sites et livres et choses comme ça. Vous pouvez me contacter avec Facebook, je ne regarde pas trop, mais de quelque façon, vous pouvez m'écrire à travers le contact form, le formulaire de contact sur le site qu'il a montré, marcoparet.com. Le grand livre des hypnoses, c'est un livre récent qu'on a fait. Je fais avec ça. Ça a une approche un peu particulière. Je le fais avec Luc Vaquier, qui est un hypnotiseur ericksonien. Et lui, il a dit, est-ce qu'on peut présenter toutes les hypnoses du point de vue des ericksoniens? De façon que les ericksoniens puissent s'y retrouver et aussi découvrir des autres façons de faire. Alors, il y a 60 types d'hypnose. Ça, c'est le livre plus récent. Il est sorti l'année passée. Et il y a une moitié, ça a été écrite par moi, une moitié, ça a été écrite par lui. C'est un livre technique, je dois dire, mais c'est un livre bien qui contient plein d'informations, des choses. Techniquement, c'est bien, il contient plein d'informations. Bien, ben, je crois qu'on va conclure maintenant. Ben, merci beaucoup, Marco, pour cette participation à cette conférence. Dans tous les cas, merci à tous. Merci à tous pour la présence. Merci à tous pour tout. Ça m'a fait plaisir de. Je vous inviterai à joindre ce mouvement de l'hypnose non verbale parce que moi, je dois dire, quand j'ai commencé, dans le 2011, il n'y avait rien. Et après, maintenant, on a dans tout le monde des sites, des choses, ça commence à se diffuser. Les personnes, dans tout le monde, les personnes se bougent sur ces initiatives. C'est une chose nouvelle et des choses gérées des choses. Et je pense que chaque personne qui pratique l'hypnose ericksonienne devrait aussi apprendre des techniques verbales, comme je dis, qui c'est très bien aussi d'apprendre des techniques verbales. C'est-à-dire, c'est bon d'avoir une connaissance globale et comme ça d'avoir les meilleurs résultats. Et sinon, ben, je salue tout le monde et je vous donne rendez-vous à la prochaine conférence. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonsoir Marco, bonsoir tout le monde, à Au revoir. bientôt. À bientôt, à bientôt.